Et on commence donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Éric Groven, président de Sogeprom, donc Sogeprom qui est la branche immobilière de Société Générale. Bonjour Éric Groven. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de regarder quelles perspectives on peut avoir pour ce marché immobilier en 2022. On a vu en 2021 des prix flambés, on a vu une année record en 2021. Est-ce qu'il faut toujours investir en immobilier selon vous sur cette année 2022 ? Alors moi, je suis un fervent défenseur de l'investissement dans l'immobilier. C'est vrai que les prix ont beaucoup augmenté. On a d'ailleurs enregistré un nouveau record avec 1,2 million de transactions dans l'ancien et pourtant il reste des perspectives à la fois dans le marché de l'ancien et dans le marché du neuf, à condition de s'orienter correctement et d'avoir en tête quelques bonnes pratiques et bonnes recettes pour ne pas se tromper. Alors on va parler du neuf, peut-être un mot sur l'ancien. Il reste encore effectivement des opportunités ou des perspectives positives dans ce marché-là. Alors moi je crois que oui, d'ailleurs on entend parler de la revanche des villes moyennes, où les gens seraient censés vendre leurs appartements dans les grandes villes pour aller s'installer à la campagne. Et effectivement, dans les villes moyennes, on a des prix qui sont encore accessibles. Et pour bien choisir une ville moyenne, il faut 3 conditions. D'abord, il faut qu'elle soit bien desservie par les transports. Deuxièmement, il faut qu'elle dispose d'une couverture 4G de qualité pour être parfaitement connectée. Bien sûr, pour pouvoir faire du télétravail. Par exemple, et notamment avec le développement du télétravail. Et puis, l'INSEE a mis au point une grille de 180 services essentiels. Et plus la ville coche de cases dans ces 180 services, plus elle sera attractive. Donc, il existe, à mon sens, encore des affaires à faire, mais dans l'immobilier ancien, il faut se souvenir d'une règle de base. Toujours privilégier l'emplacement. Et puis, l'immobilier ancien permet vraiment de faire de bonnes affaires quand on accepte des biens avec des travaux. Parce que c'est là qu'on fait le plus de plus-value, quitte à faire quelques exceptions sur des éléments de confort, comme par exemple un ascenseur ou d'autres éléments ainsi. Mais si on choisit bien l'emplacement et la qualité du bien, on peut faire encore de très belles affaires dans l'immobilier ancien. Et alors, si on parle du neuf, donc là, c'est des critères en fait qui correspondent, enfin que vous nous avez donnés pour l'immobilier ancien. C'est pas les mêmes pour l'immobilier neuf, l'emplacement ou les services autour ou la connexion 4G ? Alors si, mais il y a une dimension un tout petit peu différente dans l'investissement immobilier dit locatif. Bien sûr. C'est les conditions fiscales auxquelles on peut y avoir accès. D'accord, donc faire du neuf pour du locatif, pour le coup. Oui, parce que faire du neuf pour y mettre sa résidence principale, c'est compliqué parce que les prix du neuf en résidence principale, on le voit dans les principaux programmes, sont encore plus élevés, voire beaucoup plus élevés que dans l'ancien. Et donc, souvent, et une partie importante de la production de logements neufs en France va vers l'investissement locatif parce que l'État a mis en place différents dispositifs au fil des années qui permettent de défiscaliser une grande partie de la somme de départ. Donc, il faut à la fois choisir des biens de qualité, mais dans l'immobilier neuf, aujourd'hui, en principe, il n'y a pas de mauvaise surprise, et puis aussi choisir des zones où les avantages fiscaux sont disponibles, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on va chercher dans l'immobilier neuf ? On va chercher quoi, le dispositif Pinel, qui d'ailleurs est lui-même en train d'évoluer vers un Pinel Plus actuellement ? Alors oui, ça, le dispositif Pinel, c'est une espèce de niche fiscale qui est souvent débattue, parfois contestée, même par les professionnels, parfois considèrent que le Pinel contribuerait à la hausse des prix. La réalité, c'est que dans le marché immobilier français, dans le neuf, vous avez 3 catégories. Vous avez la catégorie des logements sociaux, une catégorie du marché libre et puis une catégorie intermédiaire. Or, l'immense majorité de la population a trop de revenus pour être dans le logement social, mais pas assez pour être dans le logement libre. Et donc, l'État propose à des investisseurs privés de défiscaliser et de permettre, sous conditions de ressources dans des zones tendues, à des familles de se loger. Et la grande réforme, c'est le Pinel Plus, le Pinel Vert, le Super Pinel, selon qu'on veut l'appeler, qui à partir de 2023 et jusqu'en 2024 laissera exclusivement éligibles à ce dispositif des biens qui seront, selon les mots du ministre, exemplaires d'un point de vue environnemental et social. Et qui, par exemple, répondront aux exigences du rapport Girometti-Leclerc qui a exprimé, pour un logement neuf, des surfaces minimales, l'accès à un extérieur, 2,70 m de hauteur sous plafond, une transversalité et modularité des pièces. Bref, on va vers plus de qualité,
plus de bien-être dans l'habitation et puis des logements plus respectueux des normes environnementales et sociales. Toujours dans le logement intermédiaire, pour le coup. Là, on n'est pas sur le marché libre quand on fait du Pinel+. Quand on fait du Pinel+, en réalité, on est dans le marché libre, mais on s'adresse, puisqu'il y a des conditions de ressources et de zones, à effectivement des loyers du marché du logement intermédiaire, qui est le chaînon manquant de la politique du logement en France. Est-ce que c'est facile, Éric Groven, de faire de l'investissement immobilier dans le neuf aujourd'hui? On entend souvent les constructeurs nous dire on n'arrive pas, les promoteurs on n'arrive pas à faire sortir les immeubles pour le coup. Alors la difficulté, elle est multiple, mais elle provient d'une part de la difficulté d'obtenir des permis de construire aujourd'hui en France, parce qu'on constate une dévalorisation de l'acte de construire. Les populations sont d'accord pour se loger, mais elles n'aiment pas les projets Puma. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un projet Puma. C'est un projet utile mais ailleurs. D'accord. Ouais. Construisez tout ce que vous voulez, mais surtout pas devant chez moi. Et le passage d'un certain nombre de mairies dans le camp écologique, mais aussi les normes environnementales comme le zéro artificialisation nette des sols, contraignent les nouveaux permis. Et donc, on produit 350 000 logements neufs en France, là où l'État avait déclaré qu'il en fallait 500 000 par an pour loger correctement les Français. Donc, on ne produit pas assez de logements neufs en France aujourd'hui. Donc, il y a un problème d'offre et c'est peut-être ce qui vient expliquer aussi que le logement neuf coûte plus cher finalement. Il coûte vraiment plus cher que l'ancien ou il est sur les mêmes niveaux de prix que l'ancien? Non, il est plus cher pour une raison qui là aussi dépend en partie de l'État. C'est que la composante essentielle du prix d'un logement neuf, c'est le prix du foncier. C'est le coût du terrain sur lequel vous construisez votre bâtiment. Comme le foncier est rare, pour les raisons qu'on a dites, eh bien, il est cher. Et de ce fait, dans les prix de sortie, c'est-à-dire les prix que vous, en tant que particulier, vous allez payer pour accéder à ce logement, eh bien, en réalité, vous allez payer une grande partie du terrain. Et c'est dans la surenchère des prix sur le terrain que se retrouve l'augmentation des prix. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis depuis longtemps fervent de l'idée selon laquelle on devrait éviter toute surenchère sur le foncier public. Dès lors que l'État ou une collectivité met en vente un terrain, le prix devait être défini à l'avance pour éviter une augmentation infinie des prix entre les différents acteurs qui, à la fin, pénalisent les acheteurs des logements. Alors, on a dit qu'on parlait perspective, on va parler de la digitalisation dans un instant. Juste avant, vous avez évoqué l'impact environnemental des logements et des immeubles neufs. Là aussi, on est sur un des enjeux principaux de l'année qui s'ouvre avec cette réforme des DPE, ces passoires thermiques ou autres. C'est à prendre en considération quand on veut investir, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf. Pour le coup, c'est des coûts quand on investit dans l'ancien, où il faut regarder très clairement ce qui va être fait dans le neuf. Alors, c'est des coûts et des opportunités dans l'ancien. Parce que dans l'ancien, on a vu l'arrivée sur le marché d'un certain nombre d'appartements qui n'étaient plus en ligne avec les futures normes et qui allaient devoir nécessiter d'importants travaux, soit de copropriété, soit individuels. Comme progressivement, il sera interdit de louer les passoires thermiques, les propriétaires qui n'ont pas envie d'investir se défont de leurs biens. Donc, sur l'ancien, il y a cette contrainte qui peut être une opportunité. Sur le logement neuf, il n'y a pas de question. Toutes les normes nouvelles sont évidemment mise en place et on est certain d'avoir des logements neufs qui respectent les normes environnementales, bien sûr. Et alors, maintenant, on va parler de digitalisation de l'immobilier. Alors, il y a deux choses dans la digitalisation. Il y a les outils qui permettent d'acheter, de vendre, de se projeter, de faire des visites virtuelles. Avec la pandémie, les différents confinements, les mesures de restriction, on a vu une explosion de ces usages. Et il y a les nouveaux immobiliers, notamment dans le métaverse, où on voit des gens acheter des parcelles de terrain pour y construire des immeubles dans des mondes virtuels. Beaucoup communiquent dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une opportunité d'investissement, vous, d'aller faire de l'immobilier dans un monde virtuel? Alors, je souris parce que c'est mon sujet favori. L'histoire se répète. Et l'histoire du métavers, pour les plus anciens, c'est l'histoire de Second Life dans les années 2000. Et puis, bien avant encore, un jeu sur PC qui s'appelait les Sims, où on avait des petits bonhommes qui se déplaçaient. Alors, dans la digitalisation de l'immobilier, il y a deux composantes très sérieuses. La digitalisation des permis de construire, par exemple, qui permettent depuis le 1er janvier dernier à tous les particuliers de mettre en ligne leurs demandes auprès de 32 000 communes. Ça, c'est très positif, parce que cette digitalisation, elle va permettre d'accélérer les procédures. La deuxième évolution qui est importante, c'est ce qu'on appelle la tokenisation, c'est-à-dire la capacité de réaliser une opération immobilière de bout en bout
avec des crypto-monnaies et en utilisant la technologie du blockchain. Là encore, on va vite, c'est sécurisé, et il y a quelques transactions qui se sont faites comme ça. Donc, la première partie de la digitalisation, celle que vous appelez les outils, elle est, de mon point de vue, nécessaire et souhaitable. Sur le métavers, je rappelle tout de même que l'une des vertus de l'immobilier, c'est de disposer d'un actif réel. Et là, on achète des terrains, on construit des boutiques dans des rues, dans des villes qui n'existent pas, et on va constater déjà, je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours, déjà 100 millions d'investissements purement virtuels. Alors, que ça permette à certains investisseurs très avertis qui ont fait fortune dans les crypto-monnaies de recycler une partie de leurs gains, pourquoi pas? Pour les épargnants particuliers qui nous écoutent, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités d'investissement dans l'immobilier. On a cité par exemple le Pinel. Et avant de se lancer dans le métavers, c'est bien ne jamais oublier qu'on a un risque de perdre 100% de sa mise et de n'avoir aucun revenu. Donc vous préférez rester dans le concret, dans l'immobilier dans lequel on peut se balader et qu'on peut toucher pour le coup. Si c'est possible, c'est mieux. Si c'est possible, c'est mieux. Merci beaucoup Éric Groven. Je rappelle que vous êtes le président de Sogeprom, la branche immobilière de Société Générale. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.